Voilà, soyons les bienvenus à ce webinaire Hotting Forum Ouest africain. Aujourd'hui, nous aurons à peu près 2 heures de temps à passer ensemble. Alors, le thème de ce webinaire, c'est impact et influence des médias sino-africains dans les relations diplomatiques et économiques entre l'Afrique et la Chine. Alors, je voudrais d'abord, avant de commencer, saluer tous nos participants qui sont présents ici, tous ceux qui nous ont contactés depuis, je dirais, la Chine, ceux qui nous suivent depuis le Kenya, ceux qui nous suivent du Niger, du Cameroun, des États-Unis et même des autorités. Alors, pour ne citer que ceux-là, permettez-moi rapidement de saluer aussi nos officiels. Alors, on a la participation de M. Ying Jian. Veuillez m'excuser aussi si j'écorche les noms. M. Ying Jian, il est directeur général du bureau régional d'Afrique de l'agence presse chinoise. On a M. Yang Wei, qui est directeur adjoint et rédacteur du bureau régional d'Afrique de presse chinois. On a M. Zhu Shuyen, qui est journaliste du bureau régional d'Afrique de l'agence de presse chinoise. M. Su Jiasong, qui est journaliste bureau régional d'Afrique de l'agence de presse chinoise. M. Zhang Jian Sébastien, qui est le directeur bureau d'Afrique de l'agence de presse chinoise. Et à côté de cela, on a aussi une délégation, on dira des officiels. On a le ministère de la Communication ici en Côte d'Ivoire qui suit. On a l'ambassade de Chine ici en Côte d'Ivoire qui est présent pour ce webinaire. On a l'autorité nationale de la presse de Côte d'Ivoire. On a le ministère camerounais de la communication. On a également la présence du ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous avons aussi l'ambassade de Chine au Cameroun qui suit ce webinaire. Sans oublier le président du réseau des enseignants ivoiriens Amis de la Chine, le REIAC. On a aussi le président du club Amis de la Chine, le président de l'association Mante ivoirienne. On a Mediafres, les représentants CGTN Afrique de l'Ouest. Et on a également de nombreuses personnes que je vais citer au fur et à mesure et aussi les institutions que je vais citer au fur et à mesure. Je rappelle aussi que le ministère des Finances du Cameroun est avec nous et c'est une grande joie de recevoir toutes ces personnes au cours de ce webinaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le webinaire est organisé en collaboration avec le CJPASA, qui est le consortium des journalistes professionnels des relations sino-africaines, on dira ça comme ça. Et ce consortium est dirigé par Frédéric Médéric qui abat un travail qui est vraiment constant et aussi par le vice-président Osé que je salue, qui est un homme qui nous instruit longuement, surtout à l'apprentissage du mandarin. Alors, on va démarrer aujourd'hui et il faut dire que l'emploi du temps est beaucoup chargé. Mais on va permettre à chacun de s'exprimer et je vous prie de respecter le timing pour que ensemble on puisse arriver au bout. Sans plus tarder, nous allons démarrer par le premier point qui est la modernisation à la chinoise pour l'Afrique et la coopération médiatique sino-africaine gagnant-gagnant. Et pour intervenir sur ce point, nous recevons M. Yang Jian, qui est le directeur général du bureau régional d'Afrique de l'agence de presse chinoise. Alors, M. Yang, vous avez 10 minutes, à vous la parole. Je voulais aussi signifier que le REPRESI nous suit, le REPRESI qui est le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, voilà, qui est dirigé par le président Sermé. Alors, le REPRESI est présent. Merci aussi de nous suivre. Maintenant, comme je le disais, on va écouter M. Yang Jian, qui est le directeur général du bureau régional d'Afrique
de l'agence de presse chinoise. Il interviendra sur la modernisation à la chinoise pour l'Afrique et la coopération médiatique sino-africaine gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ying Bonjour. Qiang. Bonjour. Oui, je suis Ying Qiang. Vous avez bien prononcé, hein, César, tout à l'heure. Je suis le directeur général du bureau régional d'Afrique de l'agence de presse Xinhua. C'est un grand plaisir de vous voir en ligne aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Xinhua et le bureau régional d'Afrique de Xinhua. L'agence de presse Xinhua, dont le siège est à Pékin, a été fondée le 7 novembre 1931 à Ruijin par le Parti communiste de Chine, dont elle a 93 ans. C'est 10 ans de moins que le Parti communiste de Chine. En 1989, elle devient agence de presse officielle d'État de Chine. Elle est aussi une agence de presse internationale, reconnue par le Comité olympique international. C'est pourquoi on a envoyé presque 200 journalistes à Paris le mois dernier pour couvrir les Jeux olympiques à Paris. En fait, l'agence de presse Xinhua a une longue histoire dans l'introduction de la Chine en Afrique et dans la couverture de l'actualité africaine au monde. L'histoire remonte bien avant le début de la présence permanente de Xinhua sur le continent. Le premier bureau de Xinhua en Afrique a été créé au Caire, en Égypte, en décembre 1956. Le premier bureau de Xinhua en Afrique subsaharienne a été inauguré à Accra, au Ghana, en février 1959. De nombreux rapports antérieurs de Xinhua sur l'Afrique portaient sur le mouvement d'indépendance du continent et l'interaction de la République populaire de Chine avec les pays africains sortant du régime colonial, comme la visite historique du Premier ministre Zhou Enlai en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Ghana, au Mali, en Guinée, au Soudan, en Éthiopie et en Somalie de décembre 1963 à février 1964, donc 3 mois en Afrique. Le bureau de Xinhua à Nairobi a été fondé peu avant l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Est en 1963. À la fin de 1965, Xinhua comptait 16 bureaux en Afrique, soit environ un tiers de ses succursales à l'étranger. En revanche, en fin 2021, Xinhua comptait une centaine de correspondants à plein temps ou des contributeurs indépendants dans 48 pays subsahariens. Le bureau régional d'Afrique de Xinhua, créé à Nairobi en 1986, coordonne la couverture médiatique et les services d'abonnement en Afrique subsaharienne, où il comptait plus de centaines de rédacteurs et journalistes à plein temps, correspondants chinois et employés locaux. Xinhua qui relevait les défis de l'ère information et adoptait les nouvelles technologies telles que le 5G et intelligence artificielle, AI, propose désormais des services téléphoniques en 15 langues: chinois, anglais, espagnol, français, russe, arabe, portugais, japonais, italien, thaï, indonésie, urdu, coréen, turc, allemand. Donc en Afrique, on a 3 langues. Et chinois, on a 4 langues: chinois, anglais, français et portugais. Xinhua maintient également une présence étendue sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, X, ancien Twitter, YouTube, Scoop News, c'est une plateforme africaine sur les smartphones. Nous avons un compte qui s'appelle Jumbo News.
ainsi que des publications en swahili publiées par une équipe quotidienne de son bureau régional pour l'Afrique. Comme vous le savez, le 15 juillet dernier, une réunion très importante a eu lieu en Chine. C'était le troisième plénum du 20e comité central du comité communiste de Chine. Le mot-clé de cette réunion importante était la modernisation à la chinoise, par la voie de approfondir la politique de réforme. Le Parti communiste de Chine a adopté un plan de développement de la nation pour les 5 années à venir. Qu'est-ce que c'est la modernisation à la chinoise? Comme le président M. Xi Jinping a déclaré, la modernisation chinoise offre à l'humanité un nouveau choix pour parvenir à la modernisation. Ça veut dire que la modernisation chinoise n'est pas l'occidentalisation. Le Parti communiste de Chine et le peuple chinois ont apporté à l'humanité davantage de vision chinoise, une meilleure contribution chinoise et une plus grande force chinoise pour l'aider à résoudre ces défis communs et ont apporté de nouvelles et de plus grandes contributions à la noble cause de la paix et du développement humain. La modernisation chinoise est une modernisation socialiste poursuivie sous la direction du Parti communiste de Chine. Elle contient des éléments communs au processus de modernisation de tous les pays, mais elle se caractérise davantage par des caractéristiques propres au contexte chinois. Il y a 5 éléments à focaliser. La première, c'est la modernisation d'une population immense. La Chine s'efforce de parvenir à une modernisation pour plus de 1,4 milliard de personnes. Il s'agit d'une tâche très difficile et une complexité sans précédent. Cela signifie inévitablement que nos voies de développement et nos méthodes de progrès seront uniques. La deuxième, c'est la modernisation de la prospérité commune pour tous. Le troisième, il s'agit de la modernisation du progrès matériel et spirituel. C'est aussi la modernisation de l'harmonie entre l'humanité et la nature. C'est une modernisation du développement pacifique. En poursuivant sa modernisation, la Chine n'empruntera pas l'ancienne voie de guerre, de la colonisation et du pillage emprunté par certains pays occidentaux. Cette voie brutale, sanglante, enrichie aux dépens d'autrui, a causé de grandes souffrances aux populations africaines. La Chine chérit les valeurs communes de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté de l'humanité afin de promouvoir la compréhension mutuelle et de forger des liens plus étroits avec les autres peuples et respecter la diversité des civilisations. Le président Xi Jinping a également déclaré qu'il fallait permettre aux échanges culturels et la coexistence. Unissons toutes nos forces pour relever tous les types de défis mondiaux. Les exigences essentielles de la modernisation chinoise sont les suivantes. Maintenir la direction du Parti chinois, le Parti communiste chinois et le socialisme à la chinoise. Poursuivre un développement de haute qualité. Développement la démocratie populaire dans son ensemble. Enrichir la vie culturelle du peuple. Parvenir à une prospérité commune pour tous. Promouvoir l'harmonie entre l'humanité et la nature et construire une communauté humaine de destin et créer une nouvelle forme de progrès humain.
En tant qu'une agence de presse officielle de Chine, l'agence Xinhua couvre tout le spectre du développement de l'Afrique, de la politique, de l'économie, de la société, de la culture, à la technologie et au sport. L'agence de presse Xinhua entretient une coopération solide et des échanges amicaux avec ses principaux homologues des médias en Afrique, contribuant ainsi à une compréhension plus profonde, à une confiance renforcée entre la Chine et l'Afrique. C'est le continent le plus dynamique et le plus prometteur au monde. Au fil des années, Xinhua s'est efforcé de faire étendre la voix de l'Afrique et présenter une image complète du continent à ses abonnés en Chine et dans le monde entier, en respectant ses principes journalistiques, c'est-à-dire objectivité, justice, vérité et exactitude. C'est ce que je veux dire à nos amis africains de l'Ouest. J'espère que nous aurions plus de chance de faire des échanges avec vous en ligne ou face à face, peut-être en Afrique de l'Ouest ou dans votre pays un jour. Merci beaucoup, merci à votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Yang Jiang, qui est le directeur général du bureau régional d'Afrique de l'agence de presse Xinhua. Alors, il venait de développer la modernisation à la chinoise pour l'Afrique et la coopération médiatique sino-africaine en gagnant-gagnant. Je pense que tout est clair, tout a été bien dit. Il a présenté déjà l'institution qu'il dirige et je pense que chacun a pris note. Est-ce que quelqu'un a déjà rapidement une question à poser avant que nous ne progressions sur on dira le programme? Quelqu'un a une question? Quelqu'un voulait poser savoir quelque chose? Oui. Oui, Monsieur Dulac. Merci beaucoup, Emmanuel Dulac-Moussou. Ma préoccupation, quand je notais, quand le directeur parlait, ils avaient dit qu'entre-temps, ils avaient juste 16 bureaux en Afrique. Donc, aujourd'hui, ils sont à plus de 100 correspondants. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est en Afrique de l'Ouest seulement ou en Afrique en général? Je n'ai pas pu noter cette partie. Merci beaucoup. En Afrique subsaharienne, nous avons 22 bureaux, c'est-à-dire il y a des correspondants chinois là-bas. Mais dans tous les 88 pays de l'Afrique subsaharienne, nous avons des locaux qui travaillent pour nous. C'est pour ça, mais pour le bureau, nous avons une vingtaine, 21, 22. Entre-temps, il y a des correspondants là-bas, entre-temps, il n'y a pas. Mais la plupart du temps, on a une vingtaine de bureaux en Afrique subsaharienne. Merci. D'accord. Merci, directeur. Bon, moi, j'aimerais savoir comment il compte renforcer les relations entre la Chine et l'Afrique à travers la presse. Oui, pour nous, nous couvre le développement de l'Afrique. Nous avons fait la couverture de l'indépendance, du développement, et maintenant nous faisons la modernisation à la chinoise, mais aussi la modernisation en Afrique. Je pense pour ça, c'est une relation gagnant-gagnant entre les deux pays. Et puis, pas comme certains médias occidentaux, ils couvrent seulement la guerre ou bien le désastre. Nous couvrons le développement des pays africains. Et ces dernières années, notre point fort, c'est la coopération entre la Chine et l'Afrique. Nous faisons beaucoup d'histoires sur
Nous avons un colonne qui s'appelle Hello Africa. C'est l'histoire des personnes ordinaires de l'Afrique et beaucoup pris dans les médias africains. Dans l'Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Il y a beaucoup. Oui, je ne sais pas où vous êtes notre abonné ou pas. Oui, nous avons un fil africain dans notre service en anglais et français. Merci. D'accord, je vois déjà que les participants sont chauds bouillants au niveau des questions. Alors, on va terminer, on va poursuivre et puis à la fin, veuillez noter vos questions et à la fin, on aura le temps de poser à chacun. Parce que le programme est long, on a déjà acculé quelques moments de retard, des minutes de retard, il faut poursuivre. Alors, au deuxième point maintenant, nous allons parler du point fort de la troisième session plénière du 20e comité central du PCC. Et pour intervenir, nous recevons M. Wang Yishe, qui est le responsable de la session politique de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Et il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce point. Et sur ce, nous passons la parole à M. Wang Yishe. Bonjour à tous, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'assister au Hongqing Forum Abidjan 2024. Au nom de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous les amis de la presse africaine pour vos intérêts et soutien à l'amitié et à la coopération sino-africaine. Mes remerciements vont également à l'agence de presse Xinhua pour l'organisation de ce forum. Aujourd'hui, je voudrais profiter de ce forum pour vous partager les nouvelles sur le troisième plénum du 20e comité central du PCC qui s'est tenu avec succès à Beijing au mois de juillet 2024. En se concentrant sur la modernisation à la chinoise, le plénum a défini les initiatives stratégiques visant à approfondir de manière plus poussée la réforme sur tous les plans, dont les mots-clés sont réforme, développement et ouverture. Premièrement, l'approfondissement intégral de la réforme est toujours en cours. C'est dans le cadre de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur que la modernisation à la chinoise progresse. C'est également dans ce cadre qu'elle ouvrira de plus vastes perspectives de développement. Le plénum a mis en lumière les objectifs généraux de l'approfondissement intégral de la réforme, à savoir continuer à développer et à perfectionner le régime socialiste de la chinoise, promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. Le plénum a défini plus de 300 tâches de réforme importantes à accomplir au cours de 5 prochaines années, ce qui montre la détermination et la confiance pour mener la réforme jusqu'au bout. Deuxièmement, le développement de qualité de l'économie chinoise avance de manière inébranlable. Le développement de qualité est la tâche primordiale de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. Au cours des 6 premiers mois de cette année, le PIB de la Chine a atteint 61,7 000 milliards de yuan RMB, soit une croissance de 5% en glissement annuel. Récemment, la Banque mondiale et de nombreuses institutions internationales ont rehaussé l'estimation pour la croissance de l'économie chinoise, ce qui démontre pleinement la vitalité et la résilience du marché chinois, et que la Chine reste toujours un moteur important et une force de stabilité pour la croissance de l'économie mondiale. Troisièmement, l'expansion de l'ouverture de la Chine sur l'extérieur de haut niveau ne cessera pas. L'ouverture est une marque distinctive de la modernisation chinoise. Grâce à la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine est le plus grand partenaire commercial bilatéral de la Côte d'Ivoire depuis 6 années consécutives. Et les projets de construction assurés par les entreprises chinoises tels que l'échangeur du Carrefour Aquaba, l'usine de transformation de cacao, le BRT Yopougon-Benjerville progressent régulièrement. La modernisation à la chinoise n'est pas la modernisation seulement de la Chine, mais une modernisation mondiale caractérisée par la paix et le développement.
la coopération mutuellement bénéfique et la prospérité commune que la Chine espère réaliser avec tous les pays en voie de développement et les autres pays du monde. Je suis profondément convaincu que l'approfondissement de la réforme de la Chine, le développement de haute qualité de l'économie chinoise, ainsi que l'ouverture de la Chine sur l'extérieur à une plus grande échelle dans de plus vastes domaines et des niveaux plus profonds apporteront certainement plus de nouvelles opportunités au développement mondial. Chers amis de la presse, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à Beijing septembre prochain. Les dirigeants chinois et africains se réuniront pour dessiner un avenir encore plus prometteur de la coopération sino-africaine. Je vous invite à prendre vos plumes pour reporter une Chine vraie et objective au peuple africain et de transmettre la vitalité de l'Afrique au peuple chinois. Vos conseils et propositions sur les relations sino-africaines sont toujours les bienvenus. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire fera le nécessaire pour renforcer la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique et sera toujours prête pour vous soutenir et accompagner dans votre travail. Enfin, je souhaite plein succès au forum. Vive l'amitié Chine-Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Wang Yixue. Je rappelle qu'il est le responsable de la section politique de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Il intervenait sur les points forts de la 3e session plénière du 20e comité central du PCC. Alors, je vais prier chacun de noter les questions pour que, à la fin, on puisse adresser les questions à chacun des intervenants pour les points que nous souhaitons un éclaircissement. On va continuer maintenant en parlant de la coopération sino-ivoirienne dans le secteur énergétique et le développement durable. Et pour ce faire, nous accueillons M. Deng Yu, qui est le représentant en chef adjoint du Power China Sinio-Hydro Côte d'Ivoire. Veuillez m'excuser si j'ai écorché des noms. M. Deng Yu. Ok, merci bien, M. Kwame, vous avez très bien prononcé. Donc, moi, je commence. Monsieur Ying Qiang, directeur général du bureau régional d'Afrique de l'agence presse Xinhua, et M. Zhang, responsable de la presse Xinhua en Côte d'Ivoire, et M. Wang, responsable de la section politique de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, et chers invités, chers amis journalistes africains, bonjour. Je suis très honoré aujourd'hui de prendre part au Hunting Forum d'Abidjan et d'échanger avec vous en vous présentant la coopération ivoirienne, sino-ivoirienne dans le secteur énergétique et le développement durable. Depuis toujours, la Chine apprécie beaucoup son amitié traditionnelle avec l'Afrique et attache une grande importance au développement des relations sino-africaines. Comme le président Xi Jinping a dit, la Chine et les pays africains sont destinés à être de bons amis, bons frères et de bons partenaires. Et depuis des décennies, la coopération sino-africaine a apporté des résultats fructueux dans de différents aspects. Et en tant qu'acteur important dans l'aspect économique, les entreprises chinoises sont présentes en Afrique et ont réalisé beaucoup de projets structurants des pays avec l'appui financier et technique chinois dans le cadre de la coopération État-État, y compris notre société Power China, ou bien plus connue ici au nom de Sino-Hydro, a aussi eu la chance d'y prendre part activement, par exemple en Côte d'Ivoire. Et en 2008, notre société est arrivée en Côte d'Ivoire et avec le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, nous avons commencé son premier pas vers, pour accompagner ce beau pays vers son émergence. Et situé sur le fleuve Sassandra à l'ouest, avec une capacité installée de 275 MW, ce projet est le plus grand barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire. Et après avoir démarré ce projet en septembre 2013, nous avons réussi à mettre en service le premier groupe en mai 2017. Ça veut dire que 8 mois en avance par rapport au délai contractuel. Ça veut dire que le projet commence à créer la rentabilité économique à ce moment-là pour le pays. Et le 2 novembre 2017, avec la mise en service totale de tous les groupes
le projet est inauguré officiellement par son Excellence le président de la République Alassane Ouattara, qui est très content et très satisfait et a exprimé son remerciement à la partie chinoise. Et avec la réussite de ce projet structurant, la Côte d'Ivoire a pu toucher les bénéfices dans les aspects suivants. Par exemple, premièrement, la concrétisation de l'ambition du peuple ivoirien pour la mise en service de ce projet depuis 40 ans. Deuxièmement, la valeur stratégique pour l'État, renforcer son rôle d'émergétique de la sous-région en augmentant sa capacité de l'exploitation de l'énergie. Troisièmement, rentabilité économique. Les normes abordées à l'État, pour le moment, c'est plus de 9500 gigawattheures d'électricité propre produite depuis sa mise en service, soit plus de 333 milliards francs CFA de revenus directement générés par les activités de production. Et quatrièmement, diversification de sources de production énergétique et réduction de gaz à effet de serre. Cinquièmement, création d'emplois directs, 300 emplois et indirects, plus de 10 000 emplois. Et sixièmement, formation professionnelle et de sécurité. On compte pour faire la formation pour plus de 2279 personnes. Et avec ce projet, nous nous considérons juste comme une société résidente à Soubré et il faut que nous donnions un coup de main à la population et l'autorité locale et avec notre compétence et expertise. Depuis une dizaine d'années, plusieurs reprises, nous avons fait le don de riz, d'huile et kits scolaires au village riverain. Nous avons également mobilisé des ressources humaines et matérielles pour éteindre le feu survenu dans le marché de Soubré et réparer les routes dégradées à la ville à la demande de l'autorité locale. C'est pour cela l'amitié entre nous et la population locale devient de plus en plus profonde. Et maintenant, avec la réussite du projet de Soubré, le développement potentiel d'hydro sur le fleuve Sassandra continue. Et en aval de Soubré, le projet de Kribo-Boboli sera inauguré avant la fin de cette année et va contribuer plus d'énergie propre au peuple ivoirien. Cette coopération gagnant-gagnante va carrément promouvoir le développement durable pour ce pays. Merci bien. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Dengju. Je rappelle qu'il est le représentant chef adjoint du Power Chine Sino Hydro Côte d'Ivoire et il intervenait sur la coopération sino-africaine dans le secteur énergétique et le développement durable. C'est noté pour tout ce qui a été fait comme démarche économique. Et nous savons que le partenariat Chine-Afrique, Chine-Côte d'Ivoire est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous aussi, les Ivoiriens, je dirais les Africains, les journalistes, nous ne sommes pas restés en marge de tout ce qui se fait. Nous avons mis sur pied le consortium des journalistes professionnels africains pour le renforcement des coopérations sino-africaines. Et nous avons des activités déjà. Nous sommes dirigés par Begré Médéric qui va intervenir par la suite. Mais avant lui, je vais rappeler le thème. Ça sera influence des médias sur la coopération sino-africaine, cas de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Cameroun. Alors ici, il sera question de faire ressortir le rôle des médias dans les relations diplomatiques et économiques, donner aussi l'avis et le souhait des médias africains concernant le FOCAC, et puis établir s'il y a lieu des études de cas et des exemples concrets. Et pour ce faire, notre premier intervenant, c'est bien sûr le président Begré Médéric que j'avais annoncé. Il est journaliste, il est également le président du consortium des journalistes professionnels africains pour le renforcement de la coopération sino-africaine. Alors, M. Médéric, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis Médéric Begré, le président du consortium des journalistes professionnels africains pour le renforcement de la coopération sino-africaine. Je vais vous présenter, avant de commencer mon propos, je tiens donc à saluer la présence de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, l'autorité nationale de la presse de Côte d'Ivoire, le ministère camerounais de l'économie, de la planification, de l'aménagement et du territoire camerounais, bien sûr,
le ministère de la Communication du Cameroun, le ministère des Finances du Cameroun, le ministère des Relations extérieures du Cameroun, l'ambassade de Chine au Cameroun, le ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le président du réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine, le président du club amis de la Chine, le président de l'association Monte Ivoirienne, le président directeur de Sino Hydro Côte d'Ivoire, le directeur de Sinua Afrique et tous les officiels qui sont présents ce soir. Alors, je vous présente donc, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Voici donc, je vais vous présenter dans mon exposé les relations sino-ivoiriennes, c'est-à-dire l'impact et l'influence des médias dans les relations économiques et diplomatiques dans les relations sino-ivoiriennes. Déjà en entrée, les thèmes de référence sont les suivants. La coopération sino-ivoirienne, le rôle des médias, le rapport diplomatique, les relations économiques, le partenariat gagnant-gagnant, les médias sino-africains. Alors, le CGPASA que j'ai l'honneur de diriger est, n'est-ce pas, une organisation non gouvernementale implantée pour l'instant dans 11 pays africains. Il faut dire que le CGPASA a été créé en décembre 2023. Donc, dans chaque pays, il y a une représentation d'un bureau d'au moins 10 membres, c'est-à-dire des journalistes et des communicateurs. Nous avons pour mission de renforcer les liens entre la Chine et les pays africains. Aussi, nous luttons contre le réchauffement climatique en Afrique. Vous avez sous vos yeux les différents pays dans lesquels notre organisation est implantée. Donc la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun. Vous allez voir en face les différents noms des représentants et leurs postes. Donc au Sénégal, en Centrafrique, au Burkina Faso, au Togo, au Gabon, au Maroc, au Mali et en RDC. Donc les 11 pays dans lesquels l'organisation est implantée. Alors, vu que nous parlons de la Chine, il faut bien qu'on sache, bien entendu, qui est la Chine. Alors, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Et elle dispose d'un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Donc, un marché important pour l'Afrique. En 2017, le produit intérieur brut de la Chine s'est élevé à environ 23 120 milliards de dollars contre 19 360 milliards de dollars pour les États-Unis. Ce qui confirme bien le dépassement du PIB chinois à long terme. De 2000 à 2020, la Chine a connu la plus forte croissance mondiale du PIB par habitant, avec une augmentation de 78% en 20 ans. Le pays s'est fixé pour un objectif ambitieux de croissance du PIB d'environ 5% en cette année 2024. Nous allons parler du contexte historique des relations sino-ivoiriennes. Donc la Chine a débuté ses relations diplomatiques, économiques et culturelles avec la Côte d'Ivoire le 2 mars 1983. En 1994, elle a eu à signer un accord avec la Côte d'Ivoire pour la coopération économique et technique. En 2002, il y a eu la construction de l'hôpital général de Tiasalé. En 2002 également, il y a eu des protocoles d'accord sur l'aide au développement. En 2015, il y a eu la signature de l'accord de coopération dans le cadre du FOCAC.
En 2018, un instant, le président ivoirien s'est rendu en Chine pour une visite officielle, au cours de laquelle il a signé plusieurs accords avec la Chine, notamment dans l'agriculture, dans les infrastructures, la technologie et l'énergie. Alors, quels sont les impacts des médias? Vu que c'est le thème principal de notre webinaire ce jour, il faut dire que les médias ont eu à relayer des informations assez utiles qui ont porté à des fruits. Aujourd'hui, la croissance économique de la Côte d'Ivoire a un PIB par habitant qui s'élève à 2,280 milliards de dollars. Là, c'est les chiffres de 2019. Un investissement direct étranger de la Chine en Côte d'Ivoire s'élève aujourd'hui à 33 milliards de 2 millions de francs CFA. Il y a eu la création de plus de 1000 emplois depuis 2013 pour des salaires dont le total atteint l'ordre de 3 milliards de francs CFA. La création, il y a eu une hausse des échanges entre la Côte d'Ivoire, des échanges économiques bien sûr, entre la Côte d'Ivoire et la Chine de 21% en 2023 pour s'établir à 5,28 milliards de dollars. Il y a eu la formation ensuite des producteurs agricoles et les professionnels des médias. Chaque année, ils vont en Chine pour profiter de l'expérience chinoise et revenir, n'est-ce pas, mettre à contribution cette expérience-là en Côte d'Ivoire. Nous avons eu, en termes d'exemples concrets, nous avons la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, financé par la Chine à hauteur de pratiquement 31 milliards de francs CFA, inauguré en 2017. Et cette œuvre-là est le plus grand barrage de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite de cela, nous avons la construction des routes et des centres hospitaliers pour les populations dans les zones reculées du pays. Le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes du pays, d'un coût de 170 milliards 250 millions, entièrement financé par Exim Bank, a été largement diffusé par les médias ivoiriens. Le projet de construction d'une usine de cacao, qui aujourd'hui est un moteur très important pour l'économie ivoirienne. Vous avez sous vos yeux les chiffres. Ce projet a été financé à 216 milliards de francs CFA. Ensuite de cela, nous avons le projet hydro-agricole risicole de Diguidou, qui est un projet initié par la Banque africaine de développement et la République populaire de Chine. Ensuite de cela, nous avons le stade olympique de Binpé, qui nous a permis de, n'est-ce pas, engranger la CAN d'Afrique des Nations récemment. Donc, c'est un projet qui a été financé largement par la Chine, qui aujourd'hui est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Ensuite de cela, nous avons le rôle des médias dans les relations sino-ivoiriennes. Les médias, il faut dire, sont un canal très puissant pour la diplomatie, d'abord chinoise, et pour les gouvernants ivoiriens. Les médias ont une capacité de façonner les perceptions des citoyens sur les relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire, ce qui peut influencer les politiques étrangères en fonction de l'opinion publique. Les médias sino-africains servent de canaux de communication des gouvernants, permettent aux États de transmettre les messages officiels et de clarifier des positions et de répondre à des incidents diplomatiques. Les médias peuvent amplifier et atténuer, bien entendu, les tensions diplomatiques entre les États. Ensuite, les médias ont également une utilité de promouvoir la diplomatie publique et de mettre en avant les initiatives assez importantes, les projets qui sont aussi épineux. Voici un peu. Et en Côte d'Ivoire, après le travail acharné des médias, nous avons eu un accord de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui le lycée d'excellence Alassane Ouattara reçoit
un enseignant pour, n'est-ce pas, dispenser la langue chinoise. Voici des avancées assez importantes. En termes d'obstacles et de difficultés, il y a des barrières linguistiques, des accès limités aux sources d'information en Chine, des ressources limitées et soutien institutionnel insuffisant, la formation et développement personnel limité, diversifier. En ce qui concerne les perspectives, il faut diversifier les sources d'information, faciliter l'apprentissage de la langue chinoise aux hommes des médias sino-ivoiriens, permettre le dialogue bilatéral des médias, la mise en place d'un cadre permanent de coopération des journalistes chinois et ivoiriens, maximiser sur la formation des hommes des médias et des étudiants en journalistes. En conclusion, à travers cette présentation, nous avons montré l'influence, les impacts, les difficultés, les perspectives, les médias chinois dans les relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias ivoiriens jouent un rôle assez fondamental dans le renforcement des relations économiques, diplomatiques et culturelles entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour leur couverture médiatique, leur analyse approfondie des enjeux bilatéraux et leur capacité à créer des ponts entre les deux cultures, ils favorisent une meilleure compréhension mutuelle et encouragent la collaboration fructueuse. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Begré Médéric. Je rappelle qu'il est le président du consortium des journalistes et professionnels africains pour le renforcement de la coopération sino-africaine. Il intervenait sur les influences des médias sur la coopération sino-africaine, cas de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Cameroun. Et toujours sur ce sujet, nous allons accueillir maintenant M. Oussou Emmanuel Dulac. Il est le journaliste et aussi formateur et il est par ailleurs le coordonnateur du CEJIPASA au Bénin. Monsieur Dulac, vous avez la parole. Merci bien. Je suis Emmanuel Dulac Oussou, comme l'a su bien présenter le modérateur. Je commence par réitérer les mêmes salutations, les mêmes déférences que le président du CEJIPASA Afrique, Monsieur Médéric. Donc, je réitère ces protocoles de salutation aux différentes institutions et aux différentes personnalités ici présentes. Les supports de présentation seront rendus disponibles. De ce fait, on ira à l'essentiel. Les réalités, que ce soit médiatiques, que ce soit sociales, sont presque les mêmes choses en Afrique de l'Ouest. Donc, mes interventions vont beaucoup plus apporter quelques cas spécifiques du Bénin. Merci. Je vais partir sur le contexte chronologique des relations entre la Chine et le Bénin. Il faut dire que quelques années en arrière, parce que en Côte d'Ivoire, ça a commencé le 2 mars 1983, comme le président Médéric Begré nous l'a dit ici. C'est en 1971 que l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin ont été officiels, marquant un début de coopération bilatérale prospère. En 2006, on note la signature d'un accord de coopération pour le développement des infrastructures. Cet accord a notamment permis la construction d'infrastructures essentielles au Bénin. Et en 2011, donc, il y a eu la visite officielle du président béninois en Chine. Cette visite a renforcé en fait les liens politiques, économiques entre les deux pays. En 2018, nous avons le lancement d'un programme d'aide au développement rural, programme qui vise à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales au Bénin. Et comme le directeur de Sinopoi du média l'a dit, la Chine a poursuit en fait la modernisation chinoise est une modernisation socialiste. Et c'est ce qui se voit et se vérifie à travers les interventions
et les différents axes, que ce soit moi ou que ce soit les intervenants précédents, ce qu'ils ont démontré. Il faut également dire qu'à l'université d'Abomey Calavi, parlant de partenariat intellectuel, il y a le centre chinois Confucius, où le chinois est appris et enseigné, et un certificat, un diplôme officiel est délivré. Donc, parlant toujours des partenariats historiques, il y a les constructions de routes, d'écoles, qui sont beaucoup plus... la Chine a une maîtrise, je vais dire certaine et parfaite. En tout cas, avec le Bénin, il y a de très bonnes relations dans la construction des ponts, des écoles, des infrastructures, que ce soit sur fonds national ou sur fonds de coopération. Donc, les entreprises chinoises ou d'aide chinoises sont quand même à pied d'œuvre. Parlant du commerce, les échanges commerciaux, là j'ai des statistiques de 2023 entre la Chine et le Bénin, ont atteint 1,2 milliard, c'est quand même un pic important, avec des importations majeures d'équipements industriels et de biens de consommation. Mais je ne vais pas m'attarder sur les importations majeures, je vais m'attarder sur le fait que ces relations entre la Chine et le Bénin sont devenues aujourd'hui privilégiées au point où même n'importe quel jeune homme ou quelle jeune dame aujourd'hui qui fait du e-commerce sont beaucoup plus attirés pour faire des importations entre la Chine et le Bénin. Donc, c'est la jeune fille qui est sur son WhatsApp, mais qui achète en Chine et qui va au Bénin. Donc, au-delà des multilatérales, au-delà des multinationales, c'est également un truc, la coopération sino-béninoise devient un peu monnaie courante qui se distille dans la population. Donc, les investissements chinois sont environ 500 millions de dollars investis dans le projet d'infrastructure du parc industriel au Bénin. Et la Chine a beaucoup plus aidé le Bénin dans les projets d'aide au développement. L'impact, sans doute, il y a la création d'emplois directs ou indirects de plus de 10 000 emplois depuis quand même le début de la coopération, bien que ces chiffres soient même minorés. Et au niveau des infrastructures et au niveau des renforcements des capacités. Le rôle des médias, le président du CJPASA Afrique, le président du bureau régional, M. Médéric, est revenu sur ça. Je vais juste dire que les médias jouent effectivement un rôle important dans les reportages des visites officielles. Comme il a dit, les médias peuvent façonner la perception du public parce que les hommes de la plume, nous sommes les plus aguerris et à pouvoir donner l'information juste et vraie. Et comme le directeur de Xinhua l'a dit, donner l'information diplomatique dans le contexte africain. L'information dans le contexte africain, des réalités de l'Afrique, les manières de transmettre l'information de l'Afrique qui ne sont pas forcément les mêmes manières de transmettre. Donc, les journalistes qui couvrent ces genres d'événements y veillent. Études de cas également, nous avons les bourses d'études. On ne peut pas parler de la coopération sino-béninoise sans aborder les bourses d'études importantes dont bénéficient les étudiants béninois. Il y a plusieurs témoignages de bénéficiaires et chaque année, je crois qu'il y a eu des quotas où l'ambassade de Chine au Bénin ouvre et une lettre officielle est transmise au ministère qui dit voilà, cette année, il y a tel domaine, veuillez postuler pour les jeunes candidats qui ont eu le bac. Quelques autres défis. À présent, nous avions les défis culturels, linguistiques et techniques. Parce que nous avons des problèmes de traduction qui sont des difficultés à transmettre, je veux dire fidèlement, des initiatives chinoises. Donc, la solution va déjà sauter à l'œil, renforcer les capacités des hommes des médias, qui sont les premiers acteurs avant-gardistes d'information sur les relations bilatérales, les relations diplomatiques, pour qu'ils puissent mieux transmettre ces réalités. La sensibilité culturelle, c'est aussi les immersions culturelles. Ce que je fais du deux volets là en même temps, donc je donne les solutions, ça me permettra après de sauter le slide des solutions. Donc c'est aussi les immersions culturelles, parce que comprendre la culture permet de mieux en parler. Donc c'est renforcer également la coopération
culturelle, renforcer la connaissance culturelle des journalistes sur le territoire africain notamment. Par exemple, un président comme le Séji Paza, où nous nous intéressons aux relations bilatérales entre la Chine et le Bénin, pour mon cas, et l'Afrique en général. Et nous avons ensuite un manque de ressources et de technologies de dernière génération dans les médias. Je vais parler du Bénin, mais comme je l'ai dit, les problèmes du Bénin sont tributaires des problèmes de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, et voilà. Donc, je veux parler des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle du MOJO, le mobile journalism. Je crois que la Chine a développé plusieurs technologies dans le domaine et on peut faire un brassage technologique pour pouvoir renforcer les capacités ou pour faire des reportages de qualité. On n'a plus besoin de déplacer un arsenal et une caméra de plus de 3 millions de francs CFA. Mais aujourd'hui, il y a des instruments très simples qui permettent de faire des reportages pratiques avec des sons très bien et qui puissent quand même refléter une qualité donnée. Donc, voilà un tout petit peu. Alors, les opportunités. Les opportunités, j'en parlais, donc l'expansion des médias numériques, la croissance des utilisations des plateformes numériques pour partager des informations. Et c'est à ce titre que le CJPASA, dont je suis le chargé de communication des relations extérieures au niveau Afrique, nous avons sur notre site web, par exemple, la capacité, tant pour les Chinois, de pouvoir lire tout ce qui se passe, et tant pour les Béninois et autres, de pouvoir lire, c'est-à-dire la langue. Donc, aujourd'hui, avec cet outil numérique, nous avons la capacité, les Chinois ont la capacité pour voir la traduction en direct, en temps réel, de ce qui s'y poste. Donc, c'est une opportunité pour les médias. Nous avons aussi les projets médiatiques collaboratifs. Nous devons réfléchir aujourd'hui à faire des projets médiatiques collaboratifs entre journalistes africains de sensibilité sino-africaine et journalistes chinois pour pouvoir évoluer. Enfin, la formation et le développement. C'est tout ce que je dis, donc les programmes de formation pour les journalistes béninois sur les relations africaines, sans doute sur les relations internationales et les couvertures médiatiques. Dans les perspectives futures, c'est des initiatives. On a déjà proposé les opportunités pour pouvoir jouer un rôle actif et diffuser des informations équilibrées et promouvoir des relations justes et équitables. La durabilité et la croissance, c'est aussi ça. Et c'est un tout petit peu sur cet angle qu'on salue encore la diplomatie chinoise. Et bien que toutes les autres formes de diplomatie américaine, française et autres n'en soient pas des moindres. Donc aujourd'hui, l'Afrique veut des partenaires durables, un partenariat à long terme, un accompagnement à long terme pour pouvoir mieux renforcer les relations entre les peuples pour lever un village planétaire. Donc, une stratégie très simple, c'est le développement de projets à long terme avec des journalistes pour assurer une pérennité dans la coopération sino-africaine, sino-béninoise dans le secteur médiatique. Conclusion. Éminente personnalité, chers confrères journalistes, nous avions vu les impacts des relations sino-béninoises, le rôle des médias, les perspectives futures pour une meilleure coopération équilibrée, juste et durable. My call to action. Donc, mon appel à l'action, c'est l'encouragement à travers ce panel, surtout les dirigeants, à investir davantage dans les opportunités de coopération et à approfondir la coopération internationale médiatique entre la Chine et le Bénin à travers des creusets, des consortiums sérieux comme celui du CJPASA. Je vous remercie. C'était Emmanuel Dulac-Oussou, journaliste, expert en communication et analyste des politiques publiques depuis le Bénin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Emmanuel Dulac. Je pense que les interventions au niveau du Bénin, il n'y a rien à signaler, tout a été bien dit. À la suite de Monsieur Emmanuel Dulac qui intervenait dans la section du Bénin, nous allons passer la parole à Monsieur Ayagini Gérard. Il est journaliste et rédacteur en chef chez Actu Cameroun. Il est le représentant du CJPASA au Cameroun. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Merci, Monsieur César, Monsieur le modérateur, pour la parole passée. Pour dire que je suis Ayagini Njoya Gérard, journaliste, comme vous allez le voir, rédacteur en chef plutôt à l'Actu Chine Cameroun.
Parce qu'au Cameroun, il y a un média qui s'appelle Actu Cameroun, qui est très différent de Actu Chine Cameroun, qui est centré sur la Chine, son déploiement dans le monde et en Afrique en particulier. Donc, il nous a été demandé de préparer une communication pour ce jour et nous l'avons fait sur l'impact diplomatique et économique des relations de médias sino-africains, cas du Cameroun. Pour ce travail, nous l'avons structuré, comme vous l'avez vu, et nous allons passer rapidement au contexte qui nous donne de comprendre que nous sommes partis sur le plan d'action de Lagos, l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui s'inscrit dans un cadre pensé par les Africains d'une modernisation de l'Afrique soutenue par la Chine à travers la Belt and Road Initiative. Et ce soutien et le rôle de la Chine se font donc à travers l'intégration régionale africaine et prennent de ce fait la forme explicite des relations de coopération avec le continent en matière d'investissement, bien sûr, et des infrastructures. Et au regard du poids de ces échanges entre l'Afrique et la Chine, qui ne cessent de s'accroître dans un monde en mutation accélérée, l'action se mesure désormais à l'aune de l'information. Donc, les relations sino-africaines expriment un besoin de médias capables de servir dans l'intérêt des peuples chinois et africains. Pour la problématique sur le thème, nous avons trouvé que bien que l'on note un certain dynamisme, c'est-à-dire les rencontres sino-africaines, les rencontres sino-camerounaises en particulier qui redynamisent, mais qui renforcent les liens de coopération entre la Chine et l'Afrique, nous avons trouvé que ce rôle revient notamment aux médias. Et ce sont des médias sino-africains en général et des médias sino-camerounais en particulier. Et donc, nous avons essayé de comprendre la nécessité de l'action et de l'efficacité de médias africains pensés par les armes médiatiques, bien sûr, et même soutenus par les pouvoirs, les dirigeants africains et chinois. Nous avons décelé trois rôles principaux, trois fonctions principales, c'est-à-dire les médias sino-africains en général ou sino-camerounais en particulier jouent le rôle de moteur de développement sino-africain, le rôle de promoteur des échanges sino-africains et enfin, les médias sino-africains constituent un témoin de l'amitié sino-africaine. Et dans cette réflexion, bien évidemment, nous avons fait quelques suggestions pour qu'on améliore la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique. Alors, le média, qu'est-ce que nous entendons par média sino-africain? Le média Chine-Afrique, de notre point de vue, est un outil de communication de masse dont ses fonctions élémentaires se situent au niveau de rapporter l'événement sino-africain au bénéfice de ceux qui n'ont pu y assister, ou pour permettre à ceux qui ont été témoins de pondérer leur jugement en le confrontant avec un commentaire externe, avec des données additionnelles. Bon, quand on aura compris cela, il faut rapidement passer aux résultats de notre recherche pour dire que nous avons utilisé deux méthodologies afin de démontrer que les médias sino-africains, bien sino-camerounais, impactent sur la coopération sino-africaine. Première analyse, nous avons analysé le contenu des médias sino-camerounais qui se repose sur la qualité des productions et nous avons également progressé avec une méthodologie centrée sur la quantité des programmes médiatiques sino-camerounais. Alors, résultat de cette étude, nous allons d'abord prendre pour médias sino-camerounais comme moteur de développement Chine-Afrique. Précision sémantique. L'expression moteur de développement Chine-Afrique est inspirée de la qualité et la quantité de publications des médias sino-camerounais
sur les fleurons de la coopération Chine-Cameroun. Par extension, le concept envisage désigner la façon dont les journalistes, les politiques et le peuple conçoivent le fruit de la coopération bilatérale entre la Chine et le Cameroun. Et en guise de postulat, nous avons trouvé quelques fleurons de la coopération Chine-Cameroun, notamment les 50 km d'autoroute qui ont été construits avec le soutien de la Chine, c'est-à-dire l'autoroute Yaoundé-Simaleng et l'autoroute Kribi-Lolabé. Et par la suite, nous avons le palais des sports de Yaoundé et le palais des congrès qui sont construits avec l'aide de la Chine. Le palais des congrès a été rénové avec le soutien de la Chine. Et le port, bien évidemment, le port autonome de Kribi, dont son impact économique au niveau de la sous-région Afrique centrale n'est plus à relever ici. Et au niveau des infrastructures scolaires, nous avons relevé l'école publique de Mvomeka ainsi que les hôpitaux génicaux de Yaoundé et Douala qui constituent un coup de pouce de la Chine dans le secteur sanitaire. Nous allons parler des barrages, notamment Mekin, Menvele, qui sont construits à un coût total de 580 milliards de francs CFA. Et là, vous comprenez que le soutien de la Chine est décisif dans la modernisation en Afrique, puisqu'on ne peut pas parler de modernisation sans faire appel à l'énergie, sans parler de la route. Et quand les médias, notamment comme Actu Chine Cameroun, ressortent ces chiffres, remet en lumière ces grands fleurons de la coopération Chine-Cameroun, ils contribuent largement à la compréhension. Ils contribuent également au renforcement de cette coopération Chine-Afrique. Rapidement, nous allons prendre un promoteur média sino-africain, sino-camerounais comme un moteur des échanges sino-africains. Alors, l'expression Presse Chine-Afrique, promoteur des échanges sino-africains, vient de l'observation faite sur la dynamique de l'appropriation par les citoyens camerounais des réalités historiques et contemporaines des relations sino-africaines via les médias. Évidemment, ils lisent à travers les médias africains une transformation de la Chine, une transformation africaine par la Chine. Alors, le média sino-camerounais, promoteur des échanges sino-africains, se propose d'être dans le sillage des précurseurs des signes Chine-Afrique. Bien évidemment, ces médias servent de publication des notes des échanges commerciaux sino-africains, suivis par l'ouverture du débat en perspective. Il faut dire que au Cameroun, nous avons des débats dominicaux sur la coopération Chine-Cameroun, notamment dans le secteur des échanges commerciaux. L'année dernière, la Chine est le premier fournisseur du Cameroun. Voilà, la Chine est le premier fournisseur du Cameroun. Et depuis entre 2016 et 2018, le volume des échanges bilatéraux entre les deux pays sont passés de 1510 milliards de francs CFA à 1612,4 milliards de francs CFA. Et malgré une perte de 1,2 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, vous allez voir que le partenaire chinois a conservé en 2023 sa position dominante en tant que premier fournisseur du Cameroun, représentant 15,8% du total des importations. Et un peu plus bas, nous allons voir que les médias sino-camerounais constituent un témoin de l'amitié sino-africaine. On s'explique. Le rôle du témoin de l'amitié sino-africaine dont jouent les médias sino-camerounais est celui de sa participation plurielle aux échanges culturels et civilisationnels entre les deux peuples. C'est-à-dire la participation au think tank sino-africain en général et Chine, Afrique centrale en particulier, la facilitation de la compréhension mutuelle sur les événements culturels sino-camerounais dont ils prennent part. Ils sont là pour témoigner, soit être un guide de l'essentiel Chine-Afrique de développement des nations africaines et chinoises. Alors, on va
descendre pour sortir avec ces quelques aspects qui sont les aspects de mobilisation des citoyens désireux d'apprendre la langue chinoise et la mobilisation également des patients camerounais vers les missions médicales chinoises. Il faut rappeler que le Cameroun reçoit en date 23 missions médicales. Donc, c'est une coopération ancienne entre la Chine et le Cameroun dans le secteur de la santé. Et ces médias donnent parole aux actions sino-camerounaises. Ils sont évidemment attendus avec les informations sur les bourses d'études chinoises. Pour rentrer dans l'historique de coopération entre la Chine et le Cameroun, il faut rapidement dire que la coopération entre la Chine, la République populaire de Chine et le Cameroun est très ancienne et date depuis le 26 mars 1971. Et à date, c'est son Excellence Wang Yi qui est ambassadeur de la Chine au Cameroun. Voilà. On va sortir avec des perspectives que nous avions voulu proposer. Rentrez un peu s'il vous plaît. Nous avons voulu proposer pour cet échange. Il s'agit d'un modeste résultat d'enquête et d'observation mené pour un partenariat médiatique sino-africain de haute qualité, c'est-à-dire unir les confrères des médias chinois et africains par des actions concrètes, élargir continuellement le cercle de partenariat médiatique sino-africain, inviter régulièrement les groupes de réflexion et autres institutions engagées dans le renforcement de la coopération tous azimuts entre la Chine et l'Afrique à rejoindre le cercle de partenariats médiatiques sino-africains existants, mener des activités médiatiques conjointes et explorer continuellement les nouveaux modèles de coopération pratique entre les médias chinois et africains, développer un partenariat lié à la formation et aux échanges du personnel, renforcer les échanges et la coopération en particulier en matière d'innovation et de développement dans le domaine des technologies des médias. Pour conclure, il faut dire que le rôle et l'action du média sino-camerounais pour renforcer la coopération Chine-Afrique sont perceptibles au Cameroun. Il traverse les frontières de par son identité construite de moteur du développement sino-africain, du moteur des échanges sino-africains et du témoin de l'amitié sino-africaine. Les défis auxquels ils font encore face pourront être solutionnés par un partenariat solide et durable entre les médias chinois et africains, bien évidemment avec le soutien des dirigeants chinois et africains. Et pour terminer, nous lançons un vibrant appel à l'endroit des journalistes et médias africains et ou chinois qui n'ont pas encore compris l'intérêt de devenir moteur de développement sino-africain, promoteur des échanges sino-africains, témoin de l'amitié sino-africaine, à intégrer ces trois rôles dans leurs fonctions. Et au 9e Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 9 septembre prochain sous la bannière de s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir Chine-Afrique de haut niveau, nous lui souhaitons un plein succès. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à notre correspondant CJPASA du Cameroun. Je rappelle que le CJPASA est le consortium des journalistes professionnels africains pour le renforcement des relations sino-africaines. Et à l'instant, nous avions M. Agnani, j'espère que je prononce bien, Agnani Gérard, qui est le rédacteur en chef. Bien évidemment, aïe. Veuillez m'excuser si j'écorche le nom, qui est le rédacteur en chef, il a dit, de Actu Chine Cameroun. Alors, on va poursuivre ces échanges et je voulais rappeler aussi à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Maintenant, nous sommes 46 personnes. Vous suivez le Outing Forum d'Abidjan et c'est un webinaire qui est organisé par trois structures dont l'agence chinoise, le consortium et le CJPASA et aussi la boîte de communication qui se nomme La Boîte.
voilà, la boîte communication qui est gérée par Osé aussi, qui est le vice-président du CJPASA. Et c'est un homme qui nous aide longuement et énormément parce que Osé, en plus de parler le français, l'anglais, il parle aussi très bien le mandarin, il est interprète. Et c'est grâce à lui que nous avons quelques cours de mandarin. Et déjà, nous voulons féliciter ce monsieur pour son travail qu'il a accompli de part et d'autre. Nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons permettez que je retrouve rapidement mes notes. Nous allons poursuivre à la suite de notre confrère du Cameroun. Nous allons parler maintenant de la méthodologie d'un bon reportage. Et la méthodologie d'un bon reportage, il va sans dire que nous allons essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la recherche ou la vérification des faits et surtout la structuration de l'information. Quelles sont les techniques pour captiver et informer le public? Et pour ce faire, nous recevons un intervenant qui est M. Sani Maman Lawan, qui est le chef de rédaction de l'agence nigériane de presse. Vous avez 10 minutes, M. Maman, pour votre point. Merci beaucoup, M. Kwame. Bonjour à tous. Bonjour, chers participants. Bonjour, chers collègues. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous reçoit, et merci. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, comme je dis, bonjour, je suis Salim Maldan. Je suis journaliste d'abord. Je suis photographe et je suis rédacteur en chef digital. Précédemment, j'étais rédacteur en chef de correspondants régionaux au niveau de tout le pays. Et depuis mai 2024, je suis rédacteur en chef digital. Aujourd'hui, je vais parler un peu puisque le temps nous est compté. Nous allons parler de méthodologie d'un bon reportage. Effectivement, avant de commencer, je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des participants et surtout les organisateurs qui ont fait que cela soit vraiment réel, et surtout aux responsables de l'ambassade de Chine qui sont en Côte d'Ivoire et surtout aux responsables aussi de l'ambassade de Chine qui sont ici à Niamey, donc qui sont vraiment un de nos principaux partenaires. Comme les autres collègues m'ont dévancé, je tiens à rappeler aussi que la Chine ici au Niger, la Chine est notre principal partenaire dans tous les domaines, et surtout principalement le domaine de l'économie. Nous sommes le domaine des médias. Présentement, nous avons un responsable, un journaliste qui est en Chine pour couvrir une activité qui se déroule du 20 au 24 de ce mois. Alors, méthodologie d'un bon reportage. Maintenant, comment d'abord définir? Il faut d'abord avoir sur la recherche de l'éducation des faits et de l'information. D'abord, il faut d'abord définir ce qui est une information. Qui est avant tout une action d'informer quelqu'un, un groupe, ou de le tenir au courant ou d'un ou des événements. Cela peut être une indication, un renseignement ou une précision que l'on donne ou que l'on obtient sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et dans le cas précis, c'est la presse qui est le meilleur moyen pour donner cette information. Et avant qu'on donne cette information-là, il faut qu'on soit d'abord un journaliste. Et qui dit journaliste dit vraiment un fouilleur. Il faut d'abord de la formation avant d'être journaliste, mais pas journaliste qui le veut, comme on le dit. Comment donner cette information au niveau de la presse? Il faut d'abord la chercher. Et comment chercher cette information qui demande une certaine méthodologie? La recherche d'information passe d'abord par les canaux officiels. Par exemple, l'administration publique. Nous avons l'habitude de couvrir des ateliers, des reportages et des rencontres, des réunions au niveau de l'administration. Nous sommes une agence de communication qui est régie par le gouvernement. Et ça veut dire que toutes les activités du gouvernement du Niger, on est informé. C'est l'administration publique qui nous appelle ou bien qui nous notifie une activité à laquelle nous sommes censés partir couvrir. Donc ça aussi, c'est une source d'information qui est officielle
Il y a aussi celle qui est privée, par exemple des organismes ou bien des sociétés qui sont implantées sur le territoire national et qui sont gérées par des privés, qui ont des activités à couvrir ou bien des cérémonies à organiser, ou de bouche à oreille ou bien par le canal officiel. Maintenant, on nous contacte et on prend une équipe pour aller couvrir. Ça aussi, ça fait partie de la recherche d'information, ça fait partie de la source. Il y a aussi la société. Un journaliste, on est journaliste où qu'on soit et partout, à tout moment, à tout lieu. On peut, en pleine circulation, rencontrer un événement qui nécessite d'être couvert. Étant journaliste vraiment à l'appui de chaque information, on ne peut que s'aligner vraiment au respect d'éthique et de déontologie pour couvrir cette information. Et de nos jours aussi, on recherche également l'information à travers les nouveaux médias, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et autres. Presque tout le monde maintenant dispose d'un smartphone sur lequel il est connecté, et chaque fois quand on est connecté, on retrouve les informations qui sont fiables et le plus souvent qui sont vraiment erronées. Et comment pour chercher par exemple une rumeur à travers une rumeur. Ici, au niveau de l'agence, ce que nous faisons, d'abord, on vérifie cette information-là. Il faut chercher ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire d'où vient l'information. Même si c'est sur les réseaux sociaux, il faut qu'on sache par qui et pourquoi cette information est véhiculée. Si c'est un organe de médias, on vérifie, par exemple, une télévision ou un journal en ligne ou un journal de la place qui véhicule une information sur les réseaux sociaux. Nous avons comment vérifier cette information auprès de l'organe ou auprès du journaliste auteur de cette information. Mais ce qu'il faut faire, c'est être très attentif avec les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. La plupart de ces informations sont erronées ou proviennent des individus mal intentionnés et non des médias reconnus. Comment on fait? C'est toujours la vérification, c'est ce qu'on appelle dorénavant le fact-checking, comment on vérifie l'information. Eh bien, la meilleure façon de vérifier cette information-là, c'est directement de s'adresser à qui l'a publié. Si c'est une personne, un individu, on prend attache avec lui. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que, étant journaliste, quand on est un journaliste, surtout un journaliste professionnel, on doit avoir à côté de soi ce qu'on appelle un carnet d'adresse, c'est-à-dire avoir les renseignements sur presque toutes les institutions, et tous ceux qui sont susceptibles d'avoir des informations et toutes les personnalités qui sont en mesure de nous donner des renseignements au cas où nous voulons. Une information prête à être diffusée peut être complète ou complexe, c'est-à-dire on peut avoir une information en étant sur un lieu de reportage, on peut se retrouver avec suffisamment d'informations où ce n'est pas prudent de la diffuser vraiment entièrement. D'où la nécessité de bien la structurer. Dans ce cas, on parle de la structuration lorsque l'information comporte plusieurs aspects. Il est donc plausible de traiter l'information thème par thème ou bien par thème ou par centre d'intérêt. Donc, on peut aller à un reportage ou un documentaire. Sur le thème qui nous a fait sortir sur le terrain, on se rend compte qu'il y a énormément de thématiques à couvrir. Il y a énormément de thématiques sur lesquelles on devrait chercher encore plus. Quand on vient au niveau de la rédaction, on fait le papier, que ce soit la version radio ou la version télé ou bien la version papier. Donc on vérifie que c'est vraiment trop confus le fait de diffuser l'information en entier, d'où la nécessité de faire une restructuration, c'est-à-dire thème par thème et par centre d'intérêt, comme on le dit. Ensuite, il y a les techniques pour informer le public qui sont celles dites traditionnelles à travers les différents canaux de diffusion, c'est-à-dire la télévision, la radio, les journaux et les sites web. Cependant, pour bien captiver et informer le public, il faut nécessairement additionner de nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux comme on dit. Dorénavant, désormais, et vraiment avec maintenant la modernité, presque tous les médias ont ce qu'on appelle un lien qui nous renvoie à leur site, par exemple les sites web, Facebook, page WhatsApp et autres là, qui nous informent, qui nous donnent des alertes sur les informations, les dernières informations,
Maintenant, si c'est captivant, on passe directement. Si c'est une télévision, on passe à la télévision. Si c'est un média, par exemple, en ligne, on passe directement sur le site. La majorité de ces personnes, les personnes passent beaucoup de leur temps sur les réseaux sociaux et devant une télévision ou un poste récepteur. Et afin d'attirer l'attention d'un grand nombre, il faut vraiment créer les liens sur les réseaux sociaux. Présentement, nous avons, comme nous sommes un média en ligne, nous avons un site web et tout le monde, surtout les officiels et les représentations diplomatiques, notamment la Chine et l'ambassade de Chine, sont câblés et sont connectés chaque fois. Mais pour toucher le maximum de personnes, nous avons des liens qui renvoient à des réseaux sociaux puisque tout le monde est connecté. Maintenant, ces liens-là permettent d'alerter nos lecteurs et nos partenaires sur une information toute chose que nous venons de diffuser. On a les liens, quand on vous partage les liens, vous vérifiez la source de cette information, vous savez que ça vient de notre organe. Et maintenant, si vous voulez les détails, vous passez directement sur le site proprement dit. Raison pour laquelle on se retrouve maintenant presque tous les organes qui sont désormais sur les réseaux sociaux afin de toucher le plus grand nombre de personnes et surtout toutes les franges, notamment les jeunes qui sont vraiment majoritaires dans presque la plupart des pays africains. Faute de temps, M. César, j'ai pensé que je devrais être un peu concis pour ne pas attiser de l'impression, raison pour laquelle je me suis attardé à uniquement cette technique-là et en espérant que je donnerai plus de détails sur les différentes questions que les participants auront à me poser. Sur ce, je vous remercie de votre attention et j'attends les commentaires et surtout les questions de la part des participants et des collègues. Merci beaucoup et je souhaite plein succès à cette rencontre. Merci beaucoup, M. Sani Maman Lawan. Je rappelle qu'il est le chef de rédaction de l'agence nigérienne de presse et il intervenait sur la méthodologie d'un bon reportage. Ceci dit, nous allons entamer, mesdames et messieurs, la série des questions. Et je rappelle pour ceux qui ont un souci de micro, qui ne pourront pas s'exprimer et qui peuvent nous laisser des messages dans le chat. Nous nous ferons fort de lire ces messages. Et tous ceux qui veulent poser des questions, c'est le moment maintenant de chercher à savoir quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous pouvez juste lever la main et on va ensemble prendre les questions et puis donner la parole à chacun afin de pouvoir poser sa question. Lorsque vous avez la parole, vous présentez, vous dites le nom de votre média ou de votre structure et ensuite vous dites aussi à qui la question est adressée. Alors, sur ce, je regarde déjà s'il y a une main debout, une main levée, non pour le moment. Je ne vois pas de main. Je veux profiter rapidement en attendant de prendre les questions pour remercier nos officiels qui nous suivent, nos officiels, les différentes personnalités. On a ici le ministère de la Communication qui nous suit. On a l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire qui est présent. On a l'autorité nationale de la presse de Côte d'Ivoire. On a le ministère camerounais de la Communication, le ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. On a également l'ambassade de Chine au Cameroun. On a le président du réseau des enseignants ivoiriens Amis de la Chine, le RIAC. On a le président du club Amis de la Chine. On a le président de l'association Mante ivoirienne. On a Média Fraisse qui est le représentant CGTN Afrique de l'Ouest. On a également nos partenaires du REPRELSI qui sont là. On a aussi deux personnes qui nous suivent du Niger et de plusieurs contrées. Et on aura l'occasion de saluer tout le monde. On a déjà une main levée. Je pense que c'est la main de M. Maman. M. Maman, vous avez levé le pouce. Oui, je viens de lever le pouce. Effectivement, merci d'abord pour la présentation que M. Ken Kwan
qui est le directeur général du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique de agence de presse de Inwa. Maintenant, ce que je voudrais savoir, effectivement, je voudrais confirmer que nous avons un correspondant ici, un collègue qui était un agent de l'agence libérienne de presse, qui est le correspondant de l'agence nouvelle ici à Niamey. Donc, ce que je voudrais savoir, à l'endroit du directeur général du bureau régional de l'Afrique, si les couvertures qu'on fait ici, par exemple au Niger, si ça couvre toutes les thématiques ou bien il y a des thématiques spécifiques qu'on couvre pour vous envoyer. C'est ce que je voudrais savoir. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Maman. Je pense que nos partenaires du chinois ont pris bonne note et cela va, en tout cas, ils doivent intervenir, ils vont nous faire savoir. On va continuer aussi, oui, monsieur Silla de l'agence ivoirienne de presse, qui souhaite savoir si la méthodologie pour le reportage presse est la même qu'un reportage vidéo ou radio. Je pense que cette question est adressée à M. Maman. Merci pour cette question qui m'interpelle directement sur la méthodologie de reportage de presse, si elle est la même que le reportage vidéo ou radio. Je répondrai à cette question par la positive, puisque c'est le même aspect, c'est le même journaliste. Par exemple, un journaliste peut être à la fois un journaliste de presse, un journaliste vidéo ou un journaliste de radio. Ça nous arrive sur le terrain de faire un reportage pour presque tous les médias. Donc la méthodologie est la même, c'est vraiment la façon de la couvrir maintenant qui est différente. Par exemple, un reporter presse, tout ce qui l'intéresse, c'est le son ou bien le papier sur lequel il va s'appuyer pour faire son reportage. Alors que la radio, c'est l'audio ou bien au niveau de la télévision, c'est la vidéo. Mais toujours est-il que c'est le même élément qu'on prend comme reportage et qu'on vient pour traiter. Maintenant, là où ça diffère, c'est au niveau des plateformes. Si c'est à la radio, c'est le son qui est important. Si c'est à la télévision, c'est la vidéo qui est importante. Et si c'est à la presse écrite, c'est l'écrit comme on le dit. Mais toujours est-il que c'est la même procédure, c'est la même méthodologie pour faire un bon papier. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. D'accord. Alors, M. Silla de l'agence ivoirienne de presse, pour résumer rapidement, M. Maman, il a dit que c'est généralement la même méthodologie, à la différence du son qui sera pour la vidéo, pour l'audio, et aussi la qualité de l'image qui sera pour la vidéo. Sinon, c'est toujours la même méthodologie. Il faut chercher à équilibrer les faits, il faut savoir on dira les sources, et puis il faut vérifier aussi les sources. Donc, c'est à peu près ça en grosso modo. Alors, maintenant, nous avons la main de Moï. Moï qui a une question. Je pense que Moï, vous pouvez allumer votre webcam, on ne vous voit pas. À défaut, essayez, vous avez la parole. D'accord. Moï Désiré, journaliste, agence de presse Inwa à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je voulais juste poser une question à la coopération des médias entre les médias africains et les médias chinois. Nous savons que annuellement il y a des journalistes africains qui partent justement en immersion en quelque sorte en Chine. Il y a déjà un pays africain qui a accueilli des journalistes chinois. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu déjà un sens retour, quoi? Est-ce qu'il y a eu un pays africain qui a déjà accueilli des journalistes chinois qui sont venus justement s'imprégner des réalités africaines? Merci. Merci bien, M. Moï. Je pense que c'est une question à deux volets parce que déjà, il a mentionné le consortium. Et pour ce faire, on va appeler le président Begré Médéric et aussi, on va laisser l'autre partie au responsable de chinois, Xinhua, qui va aussi s'exprimer sur cette question. Begré Médéric, est-ce que déjà au niveau de la coopération, des journalistes chinois ont été ici? Et est-ce que aussi même au niveau du consortium, des journalistes ont été en Chine pour un programme d'immersion?
Bon, déjà, merci aux journalistes qui posent la question. Merci au secrétaire général, monsieur le modérateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de journalistes chinois. C'est que généralement, dans nos pays, tels que Sinua, comme il a dit, il y a des représentants de cette agence-là dans les pays africains. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore accueilli une délégation de journalistes chinois dans nos différents pays. Ce que je sais, c'est qu'il y a des journalistes africains qui vont en Chine pour se faire former. Et ça, c'est quelque chose que je salue parce que les journalistes africains ont besoin de formation, ont besoin de l'expérience chinoise, n'est-ce pas, améliorer les conditions ou bien entraîner les jeunes générations à être plus formées sur la question du journalisme, du code de la déontologie et tout ça. Donc, sur la question, je veux rassurer le monsieur qui pose la question, de dire que il n'y a pas encore eu de journalistes chinois qui sont venus juste en Côte d'Ivoire ou bien dans les différents pays africains pour, n'est-ce pas, bénéficier ou bien s'accorder avec les zones de médias pour, n'est-ce pas, former, je veux dire, une sorte de coercition et ensemble penser à l'avenir des médias sino-africains en Afrique. C'est ce que je peux dire sur la question. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Ying Yang, le directeur général du bureau régional d'Afrique de l'agence de presse Sinua, je pense que vous aussi vous pouvez nous éclairer sur ce point. Est-ce qu'il y a des journalistes de votre agence qui viennent régulièrement ici et est-ce que la coopération selon vous n'est pas dans un seul sens? Oui, la réponse est oui. De temps en temps, on envoyait des groupes de journalistes qui font des reportages ou bien des visites dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Comme nous avons un bureau à Abidjan, M. Zhang Jian, qui est le responsable, il peut faire la demande à notre bureau régional d'envoyer des groupes de journalistes, mais ce n'est pas très grand groupe, hein. Des petits groupes de 3 personnes ou bien 2 personnes. Par exemple, ici présent, M. Zhou Yun, qui vient de rentrer de Abidjan il y a 2 jours, non hier, c'est juste hier. Donc ce sont des petits groupes. Et aussi, s'il y a des événements très très importants dans votre pays, on peut, c'est pas seulement l'agence chinoise, hein, il y a d'autres journalistes, par exemple le CGTN, le CMG, qui vont aller directement là-bas. Je pense que c'est oui. Et pour la formation des journalistes africains, je pense ça se commence il y a très longtemps, même il y a 20 ans, 30 ans. Des différentes institutions chinoises déjà organisé des formations ou bien des visites des journalistes en Chine. Mais ce genre de formations ont été interrompues pendant la période entre 2020 et 2023 à cause du Covid. Je pense à partir de l'année dernière, ça a été repris. Mais je ne sais pas le cas en Côte d'Ivoire, on peut demander au responsable de la section politique de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Mais pour nous, la réponse est oui. Oui, on va organiser des formations des journalistes africains en Chine. Et puis, comme notre bureau se trouve à Nairobi, mais peut-être c'est en Afrique, dans une ville africaine, ce sera possible aussi. Et pour notre agence, nous aurions 2 événements très très importants dans les prochains jours. Le premier, c'est en octobre, c'est le
World Media Summit. C'est le sommet des médias mondiaux. Ça sera en octobre. Et puis à Xinjiang, en Chine. Un autre événement, ce sera au Brésil. C'est en novembre ou bien décembre. Ce sont des médias des pays du Sud. Ça veut dire Southern Countries World Media Conference. Ça, on va inviter des médias dans les pays africains et dans les pays en Amérique latine. Ce sont des pays en développement, surtout. Merci de votre question. D'accord, merci bien, M. Yang. Je rappelle que vous êtes le directeur général du bureau régional d'Afrique de l'agence de presse Xinhua. Alors, permettez aussi que je fasse une doléance concernant ces deux événements que vous avez mentionnés pour que des personnes, je dirais des journalistes du consortium soient invités parce que déjà nous travaillons à, je dirais, renforcer surtout l'image qu'on a de la Chine et surtout aussi à travailler avec des professionnels. Donc déjà, nous avons... On verra parce que pour le sommet en octobre, peut-être c'est un peu tard, les invités sont tous envoyés, mais je ne sais pas, M. Chang, déjà vous... Je pense pour l'événement au Brésil, ce sera possible. Le temps est suffisant. D'accord. Vraiment, merci déjà, parce que je voulais rappeler qu'on a une chaîne de journalistes dans plus de 10 pays. Et actuellement, nous sommes en train de travailler à prendre, ou du moins à travailler avec voilà, des journalistes qui sont dans des pays anglophones. Alors, vous pouvez contacter avec M. Zhang après cette réunion. D'accord. Je pense que le président et le vice-président ont pris bonne note et que cela va se faire. Les mains levées encore, nous avons Alassane Bireba qui a la main levée pour une question. Alassane, vous avez la parole. Après, on va prendre Babou. Ok, merci. Bonjour à tous. Ça a été vraiment avec passion que j'ai suivi cette conférence. Moi, ma question se porte sur deux volets. Alors, je vois bien qu'il y a cette barrière de langue là qui se pose avec les langues mandarines et les langues que nous parlons communément en Afrique. Est-ce que cette coopération sino-africaine a une tendance à se tourner vers les langues africaines? Est-ce qu'il y a une perspective, par exemple, que l'on voit une presse portée par la Chine, mais orientée vers les langues africaines? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, alors, on parle généralement de journalistes, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas dissocier le journaliste du technicien. Même pour que cette conférence puisse avoir lieu, il y a toujours un travail technique qui est derrière. Est-ce que dans ces échanges-là, quand on parle par exemple de colloques et tout ça, est-ce qu'on a pris en compte les techniciens des médias, les techniciens qui abattent un grand travail pour qu'effectivement les journalistes soient entendus, soient lus, soient vus? Très souvent, ils sont oubliés. Est-ce que la Chine prend en compte, surtout quand on sait que la Chine est un grand empire technologique qui peut vraiment être une locomotive pour accompagner justement ces médias-là, surtout côté technique? Est-ce qu'il y a ce volet technique-là qui est pris en compte dans la coopération? Merci. Merci bien, monsieur Alassane. Je voulais que vous adressiez la question à quelqu'un de spécifique parce que on a plusieurs intervenants. À qui vous voulez directement pour adresser la question? Bon, j'avoue que je n'ai pas noté exactement à qui il faut l'adresser. Si peut-être le modérateur peut me donner un coup de pouce à ce niveau. Voilà. Et je précise que j'interviens depuis Dakar. Voilà, juste pour votre information. D'accord, monsieur Alassane. Je suis burkinabé, résident à Dakar. D'accord. Monsieur Alassane, depuis Dakar, veut savoir est-ce que les techniciens sont pris en compte dans cette, je dirais, la relation sino-africaine. Et moi, je pense que on pourra adresser cette question, laissez-moi voir à qui on peut l'adresser. Bon, à monsieur Deng Yu, qui est le représentant chef adjoint de Power China Sino Hydro
Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai qu'il est au niveau technique, mais je pense que aussi il peut donner son point de vue, puisque déjà dans toutes les rencontres où il passe pour certaines questions, ils sont appuyés par la presse locale. Monsieur Deng, si vous êtes là, vous pouvez vous prononcer sur cette question. Oui, bonjour, je suis là. Ok, c'est bien noté votre question. Donc, en effet, comme ce que vous avez dit, donc, comme pour les entreprises chinoises travaillaient plutôt dans le domaine technique. Comme vous voyez, il y a les travaux, exception des travaux, bien la conception, bien les études, ce sont les points techniques. Et on dit que mais avec les médias, je pense que la collaboration avec les techniciens dans le média, c'est quand même possible. On dit qu'à travers, parce que les échanges techniques, n'est-ce pas? Les échanges techniques entre les deux pays, parce qu'il s'agit également de la transfert des technologies et tout. Il faut passer par un séminaire ou bien par la formation et tout. Donc, je pense que le rôle des médias, c'est aussi très important aussi. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on va aussi prendre le point de vue du responsable de la section politique de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Monsieur Wang, si vous êtes là, vous avez compris la question, si vous pouvez vous prononcer aussi à ce niveau, vous avez la parole. Merci pour vos questions. En fait, actuellement, entre la Chine et l'Afrique, on a beaucoup de mécanismes de formation dans tous les échelons. Donc, au niveau du ministère, on a de temps en temps des formations bilatérales et multilatérales sur tous les domaines. Et en fait, je souhaite souligner qu'entre les institutions médiatiques, par exemple les chaînes de télévision, les agences de presse, ils organisent de temps en temps des informations dédiées, plus spécialisées ces techniciens. Donc, je pense que ce sera, je vous prie que les techniciens contactent les ambassades de Chine dans leurs pays respectifs pour avoir des informations plus précises. Mais à mon avis personnel, je soutiens fortement ce genre d'échanges et de formation, puisque avec ces partages d'expériences, les techniciens vont en fait s'inspirer les uns des autres et ça va fortement contribuer à la coopération sino-africaine. Merci. D'accord, merci beaucoup Monsieur Wang. J'espère que la question a été bien répondue pour notre confrère du Sénégal. Avant de passer la parole à M. Babou, permettez-moi de lire rapidement cette contribution. Alors, c'est M. Kwasi Assouman de l'ANP, qui est l'autorité nationale de la presse. Merci beaucoup, M. Assouman, de nous suivre. Alors, il dit ceci: les médias contribuent fortement au renforcement de la coopération entre les États. En tant que régulateur de la presse, nous ne pouvons que saluer l'initiative que vous portez et encourager les acteurs des médias engagés dans la promotion des relations sino-africaines à produire du contenu éditorial qui représente les règles éthiques et déontologie ainsi que la loi sur la presse. Signé M. Kwasi Assouman. M. Kwasi Assouman, merci beaucoup pour votre contribution. Je rappelle que l'ANP, qui est l'autorité nationale de la presse, est une structure qui aide beaucoup les journalistes, beaucoup les médias ivoiriens dans le respect des règles. Et vraiment, nous, les savoirs connectés à ce webinaire nous donnent vraiment une force. Le temps nous est imparti, mais on va rapidement courir pour passer la parole à M. Babou qui a levé la main. Je pense que M. Babou, on va aller rapidement parce que nous avons pris du retard. Vous avez la parole pour votre question. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour aux officiels chinois et aux officiels ivoiriens et d'autres pays qui ont assisté à ces réunions. Et bonjour aux membres du CJPASA que je félicite au passage. Juste, je voulais poser une question, je ne sais pas, c'est une question-suggestion aux diplomates chinois ici présents. En fait, ce que je veux dire, en tant que journaliste, parfois, j'ai oublié de me présenter, je suis journaliste à Presse Afrique, je suis aussi représentant du CJPASA au Sénégal. Et ce que je veux dire, c'est juste souvent on est amené à faire des reportages ou bien des enquêtes
qui un peu concernent des entreprises chinoises. Et parfois, donc, on a besoin de leur parler, on a besoin d'avoir leur point de vue en tant que journaliste et même parfois même l'ambassade de la Chine. Mais souvent, on a un problème d'accès à ces personnes ou bien à ces personnalités. Et je voudrais vraiment que les officiels chinois participent vraiment à fluidifier, sur ce plan, à fluidifier les relations entre la presse locale, surtout privée, et leurs diplomates et leurs entrepreneurs aussi. Donc, c'est à ce niveau que je voulais attirer leur attention. Et merci beaucoup encore une fois. Je félicite le CJPASA et tous les confrères. Et je salue vraiment cette belle initiative et aussi je félicite tous les intervenants pour leurs brillantes interventions. Merci bien. Merci. C'est sur cette, je dirais, cette doléance de M. Babou Diallo que nous allons terminer ce webinaire. Mais avant, je voudrais lancer aussi un appel à tous les médias internationaux pour des reportages plus objectifs sur l'Afrique. Alors, donner des reportages assez poignants. Et puis, vous pouvez vous rapprocher de l'agence chinoise qui développe assez d'informations. Je pense qu'ils sont assez disponibles aussi. Je voulais rassurer aussi les uns et les autres pour tout ce qui a été donné comme document vous sera transmis. On verra ensemble la faisabilité avec l'équipe technique. Je tenais à remercier tous les officiels qui ont été présents, le ministère de la Communication, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, l'autorité nationale de la presse, le ministère camerounais de la Communication, le ministère camerounais de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, l'ambassade de Chine au Cameroun, le président du réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine, le président du club Amis de Chine, le président de l'association Manta ivoirienne, Mediaflex, représentant CGTN, dit aussi merci à tous ceux qui nous ont pris en cours. L'équipe basée au Kenya dit merci aussi au président CJPASA, M. Begré Médéric, qui a permis la faisabilité avec son équipe pour ce webinaire. Dit aussi merci à la boîte. Oui, la boîte de notre confrère Osé qui, avec son appui, on a pu déjà entamer quelques démarches au niveau des relations. Et pour terminer véritablement, je crois qu'on va passer la parole de fin à M. Begré Médéric pour son mot de fin assez rapidement. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous les participants, l'ambassade de Chine, le directeur de Signaux Afrique et tous les membres du consortium qui ont bien voulu participer à ce forum, à ce webinaire. Pour moi, c'est une bonne aubaine pour, n'est-ce pas, discuter des relations entre la Chine et les pays africains. Ce que je vais demander, c'est que à tous les journalistes, c'est qu'on soit plus objectif dans nos écrits, surtout de relater les faits tels qu'ils sont, parce qu'un journaliste, c'est le respect du code déontologique du journalisme de son pays. Donc, ce que je veux préciser, c'est qu'au CJPASA, nous ne sommes arrimés à aucune institution. Et ce que nous faisons, c'est pour, n'est-ce pas, rembellir l'image de la Chine qui aujourd'hui a été tronquée par des médias. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on dit un pays, un produit est Chine-Tok, mais le client qui veut peut-être l'acheter a des doutes. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, laver cette image-là de la Chine. Donc ce que je veux dire, nous sommes très heureux d'être dans cette coopération. Et moi, j'invite tous mes confrères qui sont ici présents à s'engager dans cette lutte-là parce qu'elle est noble. Parce que nous nous engageons dans un développement durable pour nos pays africains, pour nos confrères. Alors, le bien séant pour les ambassades et les institutions diplomatiques, c'est de, n'est-ce pas, accompagner ces médias-là qui, jour et nuit, couvrent des événements assez spéciaux, n'est-ce pas, relaient des informations assez importantes aux yeux des Africains qui ne savent pas réellement qui est la Chine et qui prennent de leur temps pour, n'est-ce pas, relayer ces informations. Alors, ce que je veux dire, nous nous sommes engagés et avec tout le consortium implanté dans pratiquement plus de 10 pays africains, nous travaillons de sorte à ce qu'on puisse, n'est-ce pas,
laver cette image de la Chine qui a été tronquée depuis fort longtemps. C'est pas que nous n'avons pas respecté le code déontologique, mais nous travaillons de façon professionnelle. Il faut savoir qu'au sein du CEGIPASA, ce sont des journalistes professionnels et des communicateurs qui sont au sein de cette organisation qui est apolitique. Voilà, je veux préciser cela de sorte à ce que chacun sache qu'effectivement, nous sommes engagés et que nous voulons vraiment une coopération assez saine et vraiment crédible. C'est sur ces mots-là, monsieur le modérateur, que je vais saluer tous les participants et leur dire merci d'avoir accordé de leur temps à ce forum, à ce webinaire. Merci beaucoup et merci à tous. Merci tout le monde. Avec le mot de fin, je pense que tout a été dit. Merci au CEGIPASA, merci à tous les journalistes, merci aux officiels. Et puis nous espérons vous rencontrer pour une prochaine session webinaire. Sur ce, nous vous souhaitons bon après-midi pour ceux qui sont déjà après-midi et merci que les relations sino-africaines soient plus fortes. Je vous remercie.